Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin Sport. Aujourd'hui, on débriefe ensemble la troisième journée de Champions Cup et on enchaînera avec le bilan de mi-saison de Top 14, ce que j'attends de cette deuxième partie de saison et un point classement, etc. Donc voilà, sans plus attendre, on commence avec le premier match de Champions Cup qui a eu lieu vendredi soir et qui opposait Glasgow au Racing 92. C'était un match pas fou, je vais pas mentir. Je regardais ça plus Dax-Brive et c'était une soirée, c'est clair. Il faisait extrêmement froid à Glasgow. Pour ceux qui ont vu le match, vous avez pu voir que sur le terrain, il y avait des morceaux de glace à certains moments. Le terrain de Glasgow a été quasiment inutilisable de toute la semaine puisqu'il a dû être bâché. L'Écosse est un endroit où il fait extrêmement froid en hiver et c'est la parfaite représentation et je pense que la semaine prochaine à Édimbourg ce sera le même scénario. J'espère pour les gens qui se déplacent à Édimbourg, je ne sais plus qui c'est, que le terrain va être plus praticable et surtout que le match est en journée et pas le soir. Donc Glasgow qui est quand même une très bonne équipe du RC. Il y a la moitié de l'équipe d'Écosse, l'autre moitié est à Édimbourg. Donc c'est pas non plus une toute petite équipe d'Europe. Avec la composition du Racing, j'avoue que je m'attendais à ce que le Racing perde. Et ça n'a pas manqué, malheureusement. Le match finit 29-19 pour le Racing et donc première mi-temps complètement dominante des Écossais. C'était du rugby très très pauvre du côté du Racing. Et l'Écosse a un peu développé son jeu. J'ai jamais vu le Racing vraiment dangereux. La deuxième mi-temps, j'ai eu un petit espoir, comme tout le monde, je pense, les joueurs également. Quand le banc est rentré, le banc a fait beaucoup de bien. Il y avait des jeunes, il y avait pas mal de personnes qui ont fait du bien au jeu du Racing en cette fin de deuxième mi-temps. Donc, pas mal. Je pense que ce sera pareil la semaine prochaine contre, il me semble, une équipe sud-africaine. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je crois qu'ils jouent les Stormers, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine à l'Arena. Les Stormers, comme toutes les équipes sud-africaines, c'est un petit peu compliqué à l'extérieur, même si ils ont éclaté les Sharks de Sales 40-0 ce week-end. C'était très triste à voir. Mais voilà, pas, pas un super match de Racing. J'ai très peur pour eux ce week-end. Je pense qu'ils sont qualifiés quand même si ils perdent ce match, ils sont qualifiés, mais ils vont devoir se déplacer pour les huitièmes de finale. Et en général, c'est pas ce qui porte le plus chance aux équipes quand on doit se déplacer en huitième. Donc j'ai un peu peur pour le parcours du Racing en Champions Cup. Mais en même temps, au vu de leur position dans le top 14, et on en parlera après, c'est peut-être pas plus mal qu'ils puissent avoir un petit peu de vacances et de repos au mois d'avril-mai. Je pense que ça peut leur faire du bien et ça peut les aider à éviter d'être en danger en top 14. Ensuite, on a un match où je vais passer assez rapidement, je pense, qui était Exeter contre Bordeaux. 17-69, je pense que le score parle de lui-même. L'UBB a très bien joué au rugby. Et de l'autre côté, Exeter joue très très mal. Donc forcément, il y avait une différence de niveau qui était gigantesque et qui était largement à la faveur de l'UBB. Ils ont très bien joué au rugby. Ils ont installé leur jeu. Ils ont marqué des très 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 beaux essais.
très beau jeu derrière. Et puis ça gagne en fait. C'est juste ce qu'il fallait faire. Ils prennent les 5 points. C'est parfait pour l'UBB. Copie 10 sur 10. Le seul point noir, ce serait la blessure probable de Romain Buros. On est mardi matin quand j'enregistre le podcast et je ne sais pas si on aura des nouvelles avant. La liste de Fabien Galtier sort demain, donc j'imagine que lui a plus de nouvelles. Donc s'il n'est pas dans la liste, je serai du camp à me dire que Romain Buros est un petit peu blessé et qu'il préfère le laisser au repos encore au moins une semaine. Malgré tout, j'espère qu'on verra Romain Buros pour le tournoi destination puisqu'il mérite largement de refaire une feuille de match. C'est très dommage la façon dont il se blesse contre les Blacks au mois de novembre. Donc voilà, très beau match de l'Union Bordeaux-Bègles. Il va falloir faire la même chose la semaine prochaine contre les Sharks, mais cette fois-ci les Sud-Africains. Et on enchaîne du coup avec les Sharks qui recevaient le Stade Toulousain. Toulouse s'impose 8-20 dans un match qui a un petit peu divisé les foules. Moi, je trouve que c'était un match où il a fallu faire attention aux conditions météo, puisque il faisait extrêmement humide et que ça avait l'air d'être très compliqué de tenir le ballon. Donc, dans des conditions comme ça, Toulouse a manqué de ce dernier geste, à la dernière action. Il y a eu pas mal de fautes très très près de l'en-but. Mais à aucun moment je me suis dit Toulouse a perdu. Le seul regret, je pense, des Toulousains, c'est sûrement de ne pas avoir pris les 5 points. Et ça s'est un petit peu entendu et vu en conférence de presse après-match avec les mots de Dupont ou de Hugo Mola. Mais malgré tout, c'est un match qu'il fallait gagner. 3e équipe qui gagne en Afrique du Sud, c'est pas mal, il faut quand même le souligner. Mais c'est vrai que quand on voit ces matchs-là, on a tendance à se dire pourquoi on se déplace comme ça? Parce que oui, ça favorise en général les équipes sud-africaines quand les équipes européennes se déplacent chez eux. Mais on voit que quand les équipes font le choix de se déplacer avec leur vraie équipe de rugby, et bah il n'y a pas le niveau en face. Et c'est très triste de se dire que on a ramené les Sud-Africains dans cette Champions Cup et Challenge pour essayer d'amener autre chose, un autre niveau de jeu, d'internationaliser un petit peu plus la Coupe d'Europe, et qu'on se retrouve avec des matchs comme ça qui ont ennuyé la plupart des gens, et je comprends largement cet avis-là. Donc c'est dommage de se retrouver à se dire pourquoi est-ce qu'on a... Enfin, pourquoi, et ça se voit très très bien que les équipes n'ont pas non plus envie de se déplacer aussi loin. Je veux dire, Toulouse a pris une semaine complète, ils ont dû faire tourner à La Rochelle alors qu'ils auraient pu largement gagner le match. C'est un débat, je pense, qui est sans fin et qui continuera tant qu'on aura des Sud-Africains dans les Coupes d'Europe. Je ne sais pas si ça va continuer, je pense. Mais je suis de l'avis que c'est très chiant de devoir se déplacer en Afrique du Sud pour les équipes, et que ceux qui le peuvent et ceux qui ne veulent pas jouer cette Coupe d'Europe se déplaceront toujours avec une équipe B, voire C. Donc c'est dommage. Ensuite, on enchaîne avec le Stade Français qui gagne son premier match de Champions Cup ce week-end, 45-35 contre Northampton. Et après s'être pris 2 ou 3 essais, je crois, d'affilée dans les 15 premières minutes du match, le Stade Français s'est réveillé, mais alors comme jamais, et a réussi à faire exactement la même chose, à mettre plusieurs essais d'affilée, à jouer, à voir le terrain, à être bon. Et ça faisait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Stade Français jouer comme ça, que ce soit en top 14 et encore moins en Champions Cup, pour ceux qui ont vu les 2 premières journées, les 2 premiers matchs du Stade Français. C'est pas du tout ça.
Et, et bien, c'était un super bon match de rugby au final. Il y a eu un peu de suspense parce que Northampton a essayé de coller au score et a essayé de faire du jeu, de produire du jeu et de faire un peu plus le match. Mais voilà, petite différence de niveau quand le Stade Français joue au rugby et c'est en la faveur des Parisiens. Donc beau match de rugby. Je j'ai pas le classement en tête et j'ai pas le classement sous les yeux, donc je ne sais pas si le Stade Français peut encore se qualifier. Euh, Honnêtement, au vu de leur position en top 14, je pense que c'est une très mauvaise idée d'essayer de se qualifier et qu'il faut faire l'impasse la semaine prochaine pour pouvoir se concentrer sur le top 14. Et ou la challenge, il risque probablement d'être reversé en challenge. On en parlera de la semaine prochaine de ça, puisqu'on aura les résultats de toutes les poules et de la challenge, et donc on saura qui est éliminé, qui est reversé en challenge et qui sont les plus chanceux et vont recevoir pour les huitièmes, les quarts, les demi. Donc voilà. Ensuite, Castres recevait les Bulls et Castres écrase les Sud-Africains 49-10. Eh bien, un non-match de rugby, au final. Quand on a un score comme ça, c'est compliqué de dire des bonnes choses de l'équipe d'en face. Castres gagne le match, c'est son premier match de la saison. Ça faisait, à mon avis, pas mal de temps qu'ils n'avaient pas gagné aussi bien en Champions Cup. Voilà, il faut en profiter. Je pense que, pareil, c'est pas spécialement un objectif pour Castres de jouer la Champions Cup. Peut-être la challenge s'ils sont reversés, mais encore une fois, une différence de niveau, c'est aussi compliqué de se déplacer en Europe pour les Sud-Africains qui sont... en fait, les déplacements et les réceptions des Sud-Africains sont au désavantage de l'équipe qui se déplace au final d'un sens ou de l'autre. Donc c'est dommage pour les deux parties. Hein. Mais donc ça fait du bien à Castres de pouvoir gagner aussi bien et il n'y a rien à dire au final sur un match comme ça. C'était un peu ennuyant même au final parce que on savait que Castres avait gagné, on savait que Castres avait le bonus en plus de ça. Donc très bonne nouvelle pour Castres, on verra la semaine prochaine. Et on enchaîne tout de suite sur Toulon Harlequins. Toulon gagne 33-21. Un match de Toulon à retenir. Un match de Toulon super bien construit et très bien abouti. Ça reste la même dynamique qu'en top 14. C'est très beau à voir. Toulon a des chances de faire quelque chose de beau cette année, que ce soit en Champions ou en top 14. Ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas fait de belles choses en Champions Cup, donc je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Et surtout, il y a de quoi faire. Et malheureusement, ils ont perdu des joueurs la semaine dernière. Mais ça montre aussi l'effectif de Toulon et ça montre que, oui, ils ont perdu des cadres, notamment Charles Olivon, mais que le groupe tourne et le groupe sait réagir et sait jouer même sans certains joueurs très importants. Donc ça faisait plaisir à voir. C'est vraiment un match que j'ai apprécié regarder. Et la semaine prochaine, ils se déplacent. Je ne sais pas où, mais j'espère qu'ils vont se déplacer avec une belle équipe pour pouvoir se qualifier assez facilement pour les phases finales et, et nous faire un beau parcours, j'espère. Donc malheureusement, je pense qu'on va vite finir avec pas mal d'équipes françaises en quart de finale, mais c'est le jeu, c'est la vie, c'est comme ça quand même depuis plusieurs années où on a très peu d'équipes hors France qui arrivent à se qualifier plus loin. Donc c'est dommage, mais c'est pas mal pour le rugby français. Ensuite, on avait un match que j'avais très hâte de voir, mais qui n'a
a été incroyable. Euh, c'est donc le match Stade Rochelet-Leinster Rugby qui finit 14-16 pour les Irlandais. Et c'est très très dommage pour La Rochelle, puisque au vu du score, je pense que La Rochelle avait ce qu'il faut pour gagner, mais ils n'ont pas réussi à franchir la défense terrible du Leinster. Très 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 belle défense. C'est pour la plupart, hein, c'est des gens qu'on va revoir aux Six Nations, et c'est une défense qu'on va revoir aux Six Nations, puisque le Leinster est quand même un des plus gros indicateurs de la forme de l'équipe d'Irlande. Donc, je pense que c'est des choses qu'il va falloir travailler pour les Français si les Français veulent pouvoir faire de belles choses pendant ce tournoi de destination. Mais c'est dommage pour La Rochelle parce que je pense que dimanche, ils avaient les clés pour gagner et ils auraient pu faire quelque chose de beau et finalement un petit peu se relever des dernières semaines qui ont été compliquées. Mais ils n'y arrivent pas et je pense que cette défaite-là, elle fait très 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 mal pour les Rochelais et j'attends de voir la semaine prochaine ce qui va se passer, mais c'est vrai que je vois mal La Rochelle aller plus loin, aller très très loin en Champions Cup malheureusement parce que bah, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué à La Rochelle, le jeu est compliqué. J'ai l'impression que les, les transmissions entre joueurs sont très compliquées. J'en parlerai plus après, mais j'ai pas l'impression de voir une équipe qui joue ensemble régulièrement jouer au rugby. Et c'est dommage. Et donc, dernier match des Français en Champions Cup. Les Clermontois se déplaçaient à Bath et c'est Bath qui gagne 40-21. Clermont, en plus de ça, se prend un carton rouge un peu sévère, mais logique avec les explications de l'arbitre. Mais n'arrive pas à concrétiser, n'arrive pas à... Ils font toujours la faute de trop, le petit truc qu'il faut pas faire. C'est dans la veine de Clermont en top 14, c'est dommage, mais c'est logique. Bath avait des très bons joueurs sur le terrain, et ils avaient surtout Finn Russell, qui est très compliqué à jouer. Et bah, Clermont n'a pas réussi à franchir, Clermont n'a pas réussi à mettre ses essais, et en plus de ça, avec un joueur en moins, c'est compliqué. Dans un temps qui était un petit peu exécrable également, c'était pas, c'était pas fou, et il faisait très très froid comme partout, hein. En France aussi, il a fait extrêmement froid, mais à 18h quelque chose comme ça, c'était à mon avis très peu agréable d'être dehors et de jouer comme ça sous des conditions très très fraîches. Je pense malgré tout que Clermont va se qualifier. Je doute qu'ils aillent plus loin que les huitièmes, mais ça fait toujours un club français de plus et ça fait des bonnes statistiques pour les Français, hein. Je pense que les Français sont quasiment à plus de 80% de victoire sur ces 3 week-ends de Champions Cup, donc c'est quand même très très propre. Pour les matchs de la semaine prochaine, donc à 14h samedi, ouais, à 14h samedi, les Bulls reçoivent le Stade Français. À 16h15, l'ASM reçoit Bristol. Le Benetton reçoit La Rochelle à 18h30, donc ça devrait aller pour La Rochelle, je pense. Donc j'avais bien raison, le Racing reçoit les Stormers. L'Union Bordeaux-Bègles joue les Sharks à 14h le dimanche. Les Saracens reçoivent Castres à 16h15 le dimanche. Et le dimanche également, nous avons le Stade Toulousain qui reçoit les Tigres de Leicester. Et à 18h30, les Sharks de Sales reçoivent le RCT.
Je pense que ça devrait aller pour les clubs français et la semaine prochaine, avant de discuter la liste du 15 de France, non pas la liste puisque je pense que je ferai un deuxième podcast cette semaine, jeudi, pour pouvoir parler des joueurs convoqués et la semaine prochaine on parlera du coup des attentes que j'ai pour le 15 de France sur ce tournoi destination. Mais voilà, je pense que ça ira largement pour les clubs français. Je vois Toulon gagner, Toulouse gagner, Castres peut sûrement gagner, l'UBB c'est même quasiment sûr. Le Racing, je les vois un petit peu galérer mais sûrement gagner. La Rochelle, comme j'ai dit, ça devrait aller. Clermont, ça dépend de ce qu'ils se décident à faire. S'ils se décident à jouer comme cette semaine, je pense que ça risque de pas passer. Mais encore une fois, c'est à la maison, donc possible victoire de Clermont. Et le Stade français, je dirais que le Stade français perd. Mais voilà, comme j'ai dit, le Stade français, je pense que ça faut pas que ce soit un objectif la Champions Cup au vu des résultats en top 14. Très très rapidement, juste les résultats des matchs en Challenge Cup pour les clubs français. Vannes perd contre Édimbourg 25-29. L'Aviron Bayonnais gagne contre les Black Lions 16-41. Montpellier gagne 28-5 contre les Lions sud-africains. Lyon perd 42-24 contre les Irlandais du Connacht. Et la section paloise gagne. Et j'ai l'impression d'avoir oublié une équipe. Je ne pense pas. Je ne pense pas avoir oublié une équipe. Donc la section paloise gagne contre les Dragons 15-24. Et pour les matchs de cette semaine, Montpellier se déplace à Newcastle. La section paloise reçoit les Ospreys. Vannes se déplace aux Scarlets. Lyon reçoit les Cheetahs. Et l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais reçoit Gloucester. Et les Zèbres de Parme reçoivent l'USAP. Et j'ai donc effectivement oublié un match, mais je ne sais pas où est le match de l'USAP. L'USAP gagne 23-20 contre Cardiff, c'est ça. Voilà, donc maintenant on passe au bilan de mi-saison du top 14 et les équipes en forme, les équipes moins en forme, ce que j'attends de cette deuxième partie de saison. Et un point classement surtout, parce que je trouve que le classement est quand même assez intéressant et il nous dit beaucoup de choses, je pense, sur ce qui va se passer en fin de saison et les équipes à surveiller. On commence avec Bordeaux, qui a donc 50 points et qui est premier. Donc je fais dans l'ordre du classement de top 14, bien sûr. Donc 50 points pour Bordeaux, c'est très très bien. Après la défaite en finale, il fallait être fort, je pense, pour se relever et avoir un groupe très soudé. Ils l'ont fait et je trouve que c'est la meilleure des manières d'avoir réussi à faire ça. Et en tant que personne qui aime le rugby, pas du tout fan de l'UBB, je trouve que c'est très très beau à voir. Et depuis quelques saisons, l'UBB c'était beau à voir. Il y avait du joli rugby, mais il y avait pas mal de problèmes à l'avant, je trouve. Et en plus de ça, ils n'arrivaient pas à être constants sur leur saison. Donc il y avait beaucoup de dents de scie. Et depuis le début de la saison, je trouve que tous ces tout petits problèmes sont réglés et ou en tout cas les problèmes sont tellement effacés par ce qui se passe sur le terrain et l'efficacité de Bordeaux que on les voit que très très peu, et même s'ils en ont encore des problèmes, je trouve que ils sont tellement forts dans leur rugby, dans leur plan de jeu, dans leur plan de marche, sur ce qu'ils veulent en top 14 et ce qu'ils veulent montrer, que ils arrivent à s'en sortir dans tous les cas. Honnêtement, c'est très sympa.
et l'UBB fait des très, très beaux matchs cette saison, je trouve. Et de voir une équipe qui n'a jamais gagné, alors qui n'a jamais gagné en tant que UBB, hein, être un si beau compétiteur pour la première place du top 14 et pour une finale, potentiellement une victoire, c'est super sympa. Je suis toujours de l'équipe, du camp. Je veux voir plus d'adversité en top 14. C'est très beau de voir Toulouse gagner. Et Toulouse fait du Toulouse cette année, hein, j'en parlerai juste après, mais j'aime beaucoup voir des matchs disputés, j'aime beaucoup avoir du suspense. C'est pour ça que je trouve la Pro D2 très sympa à regarder, puisque le top 6 se joue jusqu'à la dernière journée. C'est un championnat qui est vraiment bien disputé. Donc, si on pouvait avoir beaucoup d'adversité comme ça en top 14 avec 3, 4, 5 équipes qui sont en lice pour les 2 premières places, les qualifications directes, et les finales, la finale, pardon, je ne dis jamais non. Donc, j'attends de l'UBB qui confirme. J'avoue qu'entre l'UBB et le Stade Toulousain, je sais pas qui finira premier. Dans tous les cas, je vois ces 2 équipes être qualifiées directement en demi-finale et avoir leurs 3 semaines de vacances et pouvoir arriver aux demi très très frais avec des équipes remontées et nous offrir des magnifiques phases finales. Donc l'UBB, très très bonne copie et j'attends qu'ils continuent sur cette lancée. Et j'espère pour eux qu'ils n'auront pas de blessures et qu'ils pourront dérouler le plan de jeu qui me paraît très très bon. Et avec le plan de jeu, le plan de marche et les plans tout court qu'ont l'UBB pour eux-mêmes. Je pense que l'arrivée de Yannick Bru a fait beaucoup de bien et qu'il a réussi à construire autour d'une idée qui est de gagner le top 14. Ensuite, avec 47 points, on a donc le Stade Toulousain. Et je vais essayer d'être un peu plus concise sur le Stade Toulousain. Ils font du Stade Toulousain en fait. C'est un peu, ça fait quelques années que c'est toujours la même histoire. C'est une équipe qui a une profondeur d'effectifs que je pense beaucoup d'équipes de top 14 aimeraient avoir. Un centre de formation qui, à mon avis, fait beaucoup de jaloux puisque ils arrivent à se déplacer à La Rochelle et jusqu'à quasiment la dernière minute, potentiellement se dire on peut gagner en fait. Et autant il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ils avaient du mal à garder la tête au-dessus de l'eau pendant les doublons. Donc ils faisaient un très très gros début de saison. Ensuite, à la tournée d'automne, ils perdaient leur match en général. Pendant la deuxième période internationale, c'était des fois un peu mieux, mais là, depuis l'année dernière, je trouve, et je pense que ce sera la même chose cette année, les doublons leur font beaucoup moins mal. Et ça reste le Stade Toulousain, ça reste la meilleure équipe française. Et jusqu'à ce qu'ils perdent la finale, ils lâcheront rien. Et peu importe ce qui se dit, je pense que le Stade Toulousain réussira à se qualifier et même potentiellement gagner cette année le top 14 et potentiellement refaire un doublé. Honnêtement, je les vois refaire un doublé cette année. Je pense que peu importe l'état de forme de l'UBB ou Toulon, je vois très peu de gens capables d'arrêter Toulouse quand ils ont décidé de gagner et quand ils ont décidé que les titres c'était pour eux. Donc voilà. Pour la deuxième partie de saison, j'attends surtout beaucoup des doublons. J'attends de voir des joueurs. J'attends de voir des mecs qui jouent moins, pouvoir avoir du temps de jeu
et se faire plaisir. Et comme j'ai dit la semaine dernière, c'est en jouant que les jeunes ont de l'expérience et c'est en jouant que les jeunes apprendront à gagner avec le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain professionnel, équipe A, j'entends. Donc, ouais, j'attends de voir les jeunes, j'attends que le Stade Toulousain gagne ses matchs. Ils reçoivent le MHR dans 15 jours, donc je pense que ce sera un match assez significatif pour la forme des jeunes, puisque je pense qu'il y aura une grosse dizaine de joueurs qui seront avec l'équipe de France. Ensuite, on a le RCT à 43 points. Toulon, moi, depuis 2 ans, ça se voit qu'ils ont quelque chose. Ça se voit qu'ils ont retrouvé leur plus haut niveau, en tout cas qu'ils veulent retrouver leur plus haut niveau. Ça se fait petit à petit, donc au moins il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de gros sauts. Ils se sont pas précipités, ils sont montés petit à petit en niveau, ils ont gagné la Challenge Cup en 2023. Après, ils ont réussi à capitaliser sur ça et se qualifier dans le top 6 du top 14 l'année dernière. Malheureusement, mais je pense qu'eux aussi en étaient parfaitement conscients, ils n'ont pas réussi à aller plus loin que les qualifications. Mais je pense que ils se sont quand même bien nourris de ça et que ça leur a fait du bien cette année. Ils ont commencé doucement en septembre, mais il y a toujours eu un petit peu ce petit truc qui faisait que on voyait qu'il y avait quelque chose et que Toulon allait gagner des matchs et que Toulon allait faire quelque chose cette année. Contre l'UBB, ils ont réussi à se maintenir, je trouve, à Bordeaux en plus. Et c'était un des plus beaux matchs qu'on ait eu dans ce début de saison. C'était un match, les deux pouvaient, les deux voulaient gagner. Et je pense que ça aurait pas été un vol que Toulon gagne et que Bordeaux perde. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore un petit écart de niveau. C'est ce qu'on appelle une défaite encourageante, même si voilà, il n'y a pas à dire, hein, c'est jamais sympa de perdre. Mais ça leur a pas fait mal, je trouve, d'avoir perdu comme ça. Je trouve que ça les a... Enfin, en tout cas, j'espère et je pense que ça les a juste confortés dans l'idée que ils savent gagner, ils savent faire et qu'ils ont de très très grosses forces. Ils ont pareil une profondeur de groupe qui est quand même vraiment bien. Ils ont quasiment 2 joueurs de haut niveau à tous les postes et l'avantage qu'ils ont, je trouve et je pense, c'est que je doute qu'ils perdent beaucoup de joueurs pendant le 6 Nations. Je pense qu'ils vont surtout garder leur meneur de jeu qui, l'année dernière, leur a manqué. Et peut-être que si Baptiste Serin ne s'était pas blessé, Toulon serait allé plus loin. Toulon aurait fait une saison un petit peu différente. Mais je pense que garder Baptiste Serin pendant les doublons internationaux va leur faire beaucoup de bien. Et va leur permettre de continuer à capitaliser sur ce très très bon début de saison. Je pense que ce top 3 va sûrement rester le même sur la deuxième partie de saison et que Toulon sera 3e à la fin. Ils prendront de toute façon, je pense, l'UBB ou Toulon en demi. Sur un malentendu, ils vont en finale. Je l'ai dit à la fin de la saison dernière et je maintiens que je pense que la finale de cette année sera la même que l'année dernière. Pas avec le même scénario, puisque je vois pas du tout Bordeaux faire un non-match comme ils l'ont fait en juin. Mais je vois quand même probablement Toulouse gagner.
Une demi, ça leur ferait beaucoup de bien à Toulon et même si elle est perdue, ça fait un step de plus que l'année dernière et il faut pas oublier que, ben, voilà, il y a quand même énormément de concurrence en top 14, il y a énormément d'adversité. Donc il y a que 2 places en finale et je pense que cette année, Bordeaux et Toulouse sont tellement au-dessus de tout le monde que c'est logique, en fait, que ce soit la finale, au final. Donc voilà, ils sont un petit peu tout seuls, hein, quand on voit les points et quand on verra juste après la quatrième place. Euh, Bordeaux-Toulouse, 50-47, c'est leur truc, c'est leur haut de classement. Et Toulon est un peu tout seul à la troisième place avec 43 points. Euh, la preuve étant, hein, c'est les seuls qui restent à la même place, à part le stade Rochelet dans le top 6. Sinon, l'ASM et Bayonne échangent, l'UBB, Toulouse échangent. Voilà, ils sont dans leur plan et en fait, leur train continue à fonctionner, ils vont tout droit et ils savent où ils vont. Donc, voilà, je m'attends à ce que Toulon fasse la même deuxième partie de saison que la première et finisse troisième, aille en demi-finale, probablement perdre en demi-finale, mais continuer, et en tout cas je l'espère, à construire sur ça et aller de plus en plus loin, de faire une meilleure saison, de vraiment progresser comme ça et de nous offrir encore un peu plus d'adversité. Ensuite, en quatrième place, à 38 points, nous avons Clermont. L'ASM fait un début de saison incroyable à domicile. Vraiment, une forteresse, le Michelin à domicile, c'est assez fou. Mais par contre, à l'extérieur, c'est vrai que c'était très compliqué. Jusqu'à cette première victoire, mais ça a été quand même, il a fallu attendre 10 journées, il me semble. Donc, ça a mis du temps à se mettre en route. Ça a mis du temps à être fructueux, les déplacements de Clermont. Et malgré tout, il y a quand même du mal, mais je pense que ça vient aussi de leur façon de jouer et de toutes les petites erreurs qu'ils font. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont du mal à finir leurs gestes, ils ont du mal à être propres sur 80 minutes. Ils vont avoir des temps forts, mais ils vont avoir aussi beaucoup de temps faibles où ils vont donner pas mal de points à leur adversaire qui sont facilement évitables, je trouve. Euh, la victoire à Lyon, c'est une chose. Je trouve que la victoire à Vannes, euh, parce que c'est le match que j'ai le plus en tête actuellement, est assez représentatif de ça, parce que ils ont eu beaucoup de chance que Vannes ne prenne pas les points. Ils ont eu beaucoup de chance que Vannes soit pas super bon en touche. Et ils ont eu de la chance de jouer Vannes, je pense, sur cette journée-là, parce que beaucoup d'autres équipes les auraient battus. Et je pense que le match de la semaine dans 15 jours contre Pau, et donc à Pau, s'ils n'ont pas réussi à un petit peu corriger ça, ils risquent probablement de se faire battre par les Palois. Et ce serait dommage pour le quatrième quand même de se faire battre par le 11e, parce que Clermont n'est pas capable d'être propre et de dérouler son rugby. Parce que je trouve que, enfin, clairement, il y a quand même un plan de jeu, il y a quand même quelque chose, il y a des joueurs qui sont très bons, il y a un banc qui est quand même très efficace quand ils rentrent. Juste, ils n'arrivent pas à concrétiser ce qu'ils font, et c'est assez dommage quand même. Parce qu'ils pourraient être bien plus haut dans le classement que quatrième, je pense qu'ils pourraient être largement devant Toulon s'ils avaient réussi à gagner plus de matchs à l'extérieur. Donc c'est plutôt ce que j'attends de cette deuxième partie de saison. Donc on va plus ou moins vite être fixés puisque ils vont à Pôle 25. Mais au vu de leur état de forme avant-hier en Champions Cup, euh,
Je pense qu'ils vont faire une deuxième partie de saison assez similaire. Donc pour que Clermont se maintienne, si Clermont veut se voir en phase finale, il va falloir que les matchs à domicile soient impeccables et qu'ils arrivent à mettre tous les points possibles à domicile avec le plus de bonus parce que quand on voit les équipes qui sont juste après eux, et bah ça va être compliqué de garder cette place-là sans faiblir. Et en parlant d'équipes juste derrière eux, en 5e position avec 38 points également, nous avons l'Aviron Bayonnais. Bayonne est derrière Clermont parce que en confrontation directe, dans la première partie de saison, c'est Clermont qui a gagné à domicile. Donc Bayonne est 5e et Bayonne a démarré doucement. Mais par contre, depuis quelques semaines, c'est quand même très très beau. Le plus gros problème actuellement de Bayonne, c'est eux-mêmes. C'est leur plus gros ennemi. Parce que ils font beaucoup trop de fautes. Ils font une vingtaine de fautes, il me semble, par rencontre depuis quelques semaines, et c'est beaucoup trop. Quand on voit d'autres équipes, quand on voit les normes et la moyenne à l'international faire autant de fautes sur une même rencontre, c'est quand même très compliqué. Et c'est ce qui coûte beaucoup à Bayern aussi, parce que même quand ils sont dominants, ils font des fautes, et quand ils le sont pas, ils peuvent aussi beaucoup se prendre de points, parce que quand on fait des fautes en défense, etc., on offre beaucoup de pénalités à ses adversaires. Donc 3 points par 3 points, des fois, ça peut faire des grosses défaites. Et c'est ce que j'attends qu'il soit corrigé, moi, pour la deuxième partie de saison, parce que je pense qu'ils en sont quand même bien conscients et qu'ils savent qu'à un moment, ça va leur retomber dessus, sachant que ils vont bien sûr prendre des adversaires qui vont pas profiter de ça, mais au contraire, ils vont prendre des adversaires qui savent profiter de tout ça, et ça va leur faire des gros points manqués, des gros déficits par rapport aux personnes devant et derrière elles. Et à la fin de la saison, on sait que ça peut jouer, puisque imaginons que ils sont à égalité avec l'ASM, et que Bayonne gagne en deuxième partie de saison. Ça fait un match chacun, donc égalité totale. Et là, on les départage au nombre de points mis par rencontre, et donc au différentiel. Et le différentiel, il est pour Clermont actuellement. Et si ça continue comme ça, du coup, s'ils se battent pour la dernière place de qualification, et bien ce sera Clermont qui sera qualifié et pas Bayonne. Et c'est aussi en ça que j'attends que Bayonne rebondisse vraiment sur cette deuxième partie de saison. Ensuite, le Stade Rochelais est 6e et est bien englué à cette place de 6e avec 36 points. Les Rochelais ont pas bien fini la saison dernière, et surtout ils ont commencé cette saison avec les mêmes problèmes, surtout dans le plan de jeu, parce que quand je regarde La Rochelle jouer, des fois j'ai l'impression que même eux ils savent pas ce qu'ils font, et c'est très dérangeant quand on a une équipe qui potentiellement peut être aussi forte, puisque il faut pas oublier que La Rochelle a gagné 2 Coupes d'Europe d'affilée, et que ça reste une équipe où il y a des très très bons joueurs. Et l'année dernière, en début de saison, ils avaient quand même un assez beau plan de jeu. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait complètement l'inverse de ce qu'a fait Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils se sont pris une bonne claque il y a 2 ans en finale du top 14 contre Toulouse. Ils perdent à la dernière seconde d'un essai absolument extraordinaire. Et j'ai l'impression que ça a un peu été
le truc de trop et ça a peut-être joué dans le moral de certains joueurs, ça a même sûrement joué pour certains joueurs. Et depuis ça, j'ai l'impression que La Rochelle est en déclin. Alors, constant, pas spécialement, puisqu'il y a quand même eu des très beaux matchs l'année dernière. Mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et pour moi, il va falloir qu'il y ait enfin, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des changements dans le staff. Il va y avoir des changements dans les joueurs. De toute façon, ils font un recrutement, je trouve, pour l'instant, qui est très intelligent, très ciblé. Ils savent leurs faiblesses. Et ça, c'est un très bon point aussi de savoir dans quel poste il faut cibler le recrutement parce que il y a des faiblesses. J'ai très très hâte de voir l'équipe de La Rochelle jouer l'année prochaine avec ce nouvel effectif. Mais j'ai peur que s'il n'y ait pas de changement interne dans le staff, ça change pas grand-chose. Puisque j'ai beaucoup de mal avec les entraîneurs, les managers qui viennent en conférence de presse et qui disent du mal de leur équipe ou de leurs joueurs. Alors quand un joueur fait une énorme boulette, se prend un carton rouge absolument scandaleux, ok. Mais quand Ronan O'Gara arrive devant les journalistes il y a quelque temps et dit que certains de ses joueurs sont un peu refroidis ou blasés de son discours dans le vestiaire, ben, je pense que c'est un problème un peu plus profond et je trouve ça pas du tout fructueux de dire ça devant la presse déjà. Je pense que ça se sache parce que certains joueurs parlent, machin, ok, mais que ce soit le coach principal qui dise ça, j'ai un peu des soucis avec ça. Mais je pense que ça reflète en interne un énorme problème peut-être de communication, peut-être de management, je sais pas spécialement ce que ça peut être. Mais j'ai peur que si ça ne change pas, La Rochelle ne retrouve pas ce petit truc en plus qu'ils avaient et qui a fait qu'ils ont été champions d'Europe 2 fois d'affilée, dans des très beaux matchs de rugby, dans des très belles saisons. Peu importe ce qu'ils faisaient en top 14, la Coupe d'Europe, ça fait quelques années que c'est un peu leur truc. Et quand on les voit jouer actuellement en Coupe d'Europe, je me dis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment fondamentalement un truc qui va pas à La Rochelle. Et ça me gêne parce que on peut pas être en déclin comme ça en étant une si bonne équipe, en ayant un si bon effectif. Donc je pense sérieusement qu'il y a un problème et je pense qu'il va falloir faire des changements. J'espère qu'il y en aura pour la saison prochaine puisque avec le recrutement de La Rochelle, avec les jeunes qu'ils ont, avec l'effectif qu'ils ont déjà, je pense que La Rochelle, l'année prochaine, peut être un très très sérieux concurrent pour les deux compétitions. Mais encore une fois, je pense qu'il va falloir faire des changements pour que ce soit effectif. Ensuite, 7e à 34 points, nous avons Montpellier Hérault Rugby. C'est une position où je m'attendais pas du tout à voir Montpellier. Je vais pas mentir. En début de saison, si on m'avait dit fais un classement de ce que tu penses va arriver, j'aurais sûrement mis Montpellier 12, 13, voire même peut-être dernier. Leur saison l'année dernière est catastrophique. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. Leur saison l'année dernière, elle fait peur. Et a raison, je trouve qu'il n'y a rien qui va. C'est l'abysse complet en fait. Et c'est moche à voir presque parce que ils se sont battus toute la saison avec Oyonnax qui a été quasiment sûr qui était quasiment sûr de redescendre dès le début parce qu'ils ont perdu énormément de matchs parce qu'ils avaient beaucoup de mal à jouer. C'était pas en place. Et Montpellier qui venait de gagner le top 14 un an et demi avant, il me semble. Gagné en 2021 si je ne m'abuse. 2022 peut-être.
qui gagne la saison 2021-2022. Donc oui, en 2022-2023, normalement, Montpellier aurait dû être quand même assez fort. Ils se qualifient même pas pour les phases finales. Et après ça, en 2023, il y a tout ce qui se passe en dehors des terrains. Mais surtout, il y a sur les terrains, il y a très peu de choses. Et c'était pas des beaux matchs, c'était pas un bel effectif. Donc honnêtement, oui, je m'attendais à ce que Montpellier continue dans cette spirale un peu infernale de la défaite fait encore plus perdre parce que ça pèse et ils font penser, ils pensent qu'à ça quand ils jouent au rugby. Mais ils ont commencé très doucement. En début de saison, c'était un petit peu compliqué aussi. Au bout de la 3e journée, ils étaient 10e. 5e journée, c'était 13e. Ils ont eu un démarrage très compliqué, très doux. Mais une fois qu'ils ont commencé à remonter vers la 8-10e journée, et bah depuis ça va crescendo. Et le match contre le Racing, je trouve, a montré pas mal de choses. Alors, ce qui sauve Montpellier des erreurs qu'ils peuvent faire ou de moins bien, je trouve que c'est leur jeu d'avant, qui est quand même très très fort. Leur pack est vraiment bon en mêlée, vraiment bon en touche. Quand il y a des mauls, ils arrivent vraiment à avancer. Ils arrivent, les avants font vraiment très bien leur rôle de faire avancer cette équipe de Montpellier. Et cette victoire contre le Racing, qui est à ce moment-là une équipe qui est dans les mêmes points qu'eux, qui a un peu du mal, c'est compliqué. En fait, depuis, je trouve cette victoire, et sûrement celle d'avant contre la section paloise, où ils gagnent 30-3, c'est quand même assez fort. Je trouve qu'il y a toujours ce petit step. Ils essayent de corriger leurs erreurs, et ça se voit que le groupe travaille bien ensemble, et que le groupe a cet objectif d'essayer de remonter le club. Ça se voit aussi dans les discours des joueurs d'après-match. C'est un groupe qui a envie de plus pour son club. Et je trouve que c'est la meilleure dynamique que Montpellier pouvait avoir après avoir fini avant-dernier l'année dernière et avoir gagné in extremis ce match contre Grenoble. C'était la meilleure façon de se relever et j'espère qu'en deuxième partie de saison, ils continueront dans cette dynamique. Je pense possiblement qu'il va y avoir un moment de mou vers février-mars. Mais de toute façon, ils vont prendre des équipes qui vont être plus forts qu'eux. Parce qu'il y a quand même encore des faiblesses, il y a un petit manque de vitesse des fois, je trouve. Mais il va falloir essayer qu'ils capitalisent sur toutes les équipes qui sont dans leur corde. Donc le Racing, Castres, ils peuvent peut-être essayer de faire quelque chose contre La Rochelle. Toutes ces équipes-là, il va falloir qu'ils essayent de s'accrocher, d'accrocher des points, même des fois juste un bonus défensif si jamais ils perdent le match, pour se maintenir et être plus en haut du ventre mou et ne pas avoir peur, puisque j'ai peur que, c'est pas du tout un jeu de mots, j'ai peur que s'ils sont vers cette 10, 11e place, parce que ils sont vraiment en haut actuellement du ventre mou avec 34 points, quand on voit ne serait-ce que la différence avec le Racing qui est 9e à 26 points, le Loup à 26 aussi, la section qui est 11e avec 25, et en fait il y a 10 points entre Montpellier qui est 7e et l'USAP qui est 12e, donc c'est énorme. Et je pense qu'il faut qu'ils essayent de sauver de ces places qui font un peu peur en top 14, où on se dit il suffit on perde un match et qu'on soit pas bon dans un deuxième et on se retrouve vite à se projeter vers le danger. Et je pense sincèrement que c'est ce qu'il faut éviter pour Montpellier encore pendant une saison pour redonner de l'espoir à ce groupe. Alors je dis pas qu'ils vont de nouveau être champions de France dans 2, 3, 4 ans, mais ne pas se faire peur pour construire quelque chose de périn, c'est sûrement ce qu'il va falloir viser pour Montpellier. Ensuite,
Nous avons en 8e place, à la 8e position, le Castres Olympique avec 31 points. Alors Castres, c'est une équipe que j'ai du mal à décrypter, je vais pas mentir. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Ils ont, je trouve, un très bon effectif. Et ça fait plusieurs années que c'est le cas. Malgré tout, il y a certains moments dans les matchs que je trouve très compliqués pour eux. Ils sont très forts. Pareil que Montpellier, ils sont assez forts à l'avant, je trouve. Ils sont capables d'aller chercher des matchs. En général, surtout chez eux, ils sont très très forts à la maison. Je trouve que c'est une équipe qui est, en fait, qui illustre bien le ventre mou. Ils ont 7 défaites, 7 victoires. Ils sont 8e au classement. Et ils sont moyens. Mais il y a quand même de bons joueurs. Il y a des bonnes choses très régulièrement, mais des fois, ils sont pas capables de concrétiser. Et ça se voit hein, du coup sur les résultats. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, je trouve que c'est comme ça. Et je sais pas. En fait, j'ai l'impression que Cast, c'est une équipe qui peut faire des trucs de folie de temps en temps, mais qui, la plupart du temps, est voilà, dans ce ventre mou du top 14, qui est au milieu, qui fait son petit truc, qui est pas vraiment en danger, mais en même temps qui est pas. Qui pense pas tout le temps au top 6. D'ailleurs, je pense même que ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas été dans le top 6, à part en 2021, 2022, quand ils sont qualifiés en finale contre Montpellier. Mais pour ceux qui ont vu la finale contre Montpellier, Castres ne joue pas au rugby. Castres avait l'occasion de regagner un bouquet de Brennus et ils jouent pas. Ils ont vraiment joué 5 minutes, ils se sont pris un essai, ils se sont dit bon bah de toute façon on a perdu. Et ils se sont fait un petit peu écraser quand même dans leur finale et en fait ouais j'ai du mal à ça fait je regarde un petit peu les statistiques. La dernière fois qu'ils ont été qualifiés, à part en 2021-2022, c'était en 2018, où ils finissent 6e. 2017, ils finissent 5e. 2016, 6e. Et ouais, c'est ça en fait. Je trouve que c'est ce truc où ils sont pas inquiétés, mais en même temps, ils sont pas fous. Donc faudra voir sur le long terme. Je vois pas Castres redescendre en Pro D2 ou faire des 6 mauvaises saisons qui sont vraiment très très peur, mais je vois pas non plus Cast faire des trucs de fou. En Champions ou en Challenge, c'est pareil, ils font pas non plus des trucs de folie. Juste, c'est une équipe qui est là, qui joue au rugby, qui nous offre des trucs très sympas, régulièrement. Des fois, fait des trucs pas dingos, mais qui est là quand même et qui sait jouer au rugby. En 9e position, du coup, à 26 points, on a le Racing 92, qui, pour moi, est sur une pente très, 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 très glissante et très dangereuse. Le Racing 92, pour moi, c'est un bateau un peu sur le côté. C'est très, très compliqué depuis le début de la saison. Ils sont 9e. Je pense qu'ils peuvent pas regarder beaucoup plus haut que ça. Si j'étais eux, j'aurais bien plus peur des équipes qui sont derrière que des équipes qui sont devant. Parce que derrière, il y a quand même des bons clients. Et le Racing, quand je les regarde jouer, j'ai l'impression que il y a 2-3 mecs qui ont envie et le reste, ils sont là. Et c'est tout. Et c'est très triste à voir. Et c'est... En fait, je comprends pas du tout le Racing. Je pense qu'un peu comme à La Rochelle, il y a des problèmes internes. J'ai l'impression que le Racing sait pas comment gérer. Que ce soit les joueurs ou le staff. Vraiment, pour moi, le Racing, c'est un gros flou. Depuis le début de la saison, je comprends pas ce qu'ils font. Et ça se voit, en fait. Je pense qu'eux-mêmes, ils comprennent pas trop ce qu'ils font sur le terrain. Ils sont à 26 points. Je pense qu'ils ont pas gagné depuis un bon moment. Ils ont
une défaite, un nul, 3 défaites d'affilée. Ils ont gagné 5 fois sur les 14 matchs qu'ils ont joués. Alors, ils perdent pas de 50 points non plus. Leur plus large défaite cette année, c'est contre l'UBB, à une vingtaine de points d'écart. Mais en fait, je trouve que les résultats, quand là je regarde meilleur réalisateur, c'est Nolan Le Garec avec 133 points. Il a marqué 6 essais et le reste, c'est uniquement des pénalités ou des transformations. Et en fait, pour moi, ça, c'est un peu l'illustration de la saison du Racing. C'est-à-dire qu'ils profitent des erreurs que font l'adversaire, mais eux, ils n'arrivent pas à faire des trucs eux-mêmes. Ils ont du mal à construire un jeu et ils ont du mal à se faire leur propre victoire. Sauf contre des équipes qui sont bien plus faibles ou alors qui sont vraiment pas dans leur bon jour, ça arrive aussi, hein. Mais ouais, c'est vraiment le gros flou pour moi, le Racing, et j'ai du mal à voir le reste de leur saison, à voir ce qui va se passer. À part, ouais, juste, ils vont s'engluer dans le ventre mou, sûrement peut-être se faire peur en fin de saison et se dire: «Oh, on est quand même vachement près de la 13e place». Honnêtement, le Racing 92, c'est une équipe, pour la deuxième partie de saison, qui me fait un peu peur. À égalité avec le Racing à 26 points, du coup, on a le Lyon. On a le Loup Rugby plutôt, plutôt que Lyon. Le Loup Rugby qui, qui fait du Lyon Rugby en fait. Je trouve que ça fait 2 saisons où ils font un peu la même chose. Ils nous offrent des bons matchs, mais malheureusement pour eux, j'ai l'impression que si tu leur enlèves 3-4 joueurs, ils savent plus s'organiser, ils savent plus jouer. Et ça, encore une fois, pour la deuxième partie de saison, ça risque d'être très très compliqué. Le 25 janvier, ils se déplacent à l'UBB. Alors certes, l'UBB n'aura pas tous ses joueurs, mais Bordeaux est quand même très fort avec ses remplaçants et avec le fait de tourner. Enfin, quand ils font tourner, ils sont quand même très forts. Et là, j'ai très très peur pour le Lyon que ce soit une défaite encore une fois, qui fasse vraiment mal. C'est très très compliqué pour eux. Et ouais, en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un grain de sable dans tout ça, ça bloque et ça fonctionne plus bien. Sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire contre l'USAP. Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous avez eu mon avis sur ça. C'est quand même une victoire très courte. Et c'est une victoire où je pense Lyon peut être content, mais je pense qu'ils se sont fait très très peur. Ensuite, il y a 2 nuls, donc celui contre le Racing et celui contre le Stade Toulousain. Le nul contre le Racing qu'ils arrachent à la dernière seconde, qui est arraché à la dernière seconde où vraiment c'est chaud. Ouais, je trouve le Loup très compliqué, encore une fois, à cerner, à voir. Et il y a des trucs qui sont super cool, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est des individualités et que c'est pas le groupe qui crée ce genre de choses. Et ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal, on l'a vu en début de saison, on le voit là parce qu'ils ont reperdu du Mortier qui s'est fait mal sur son match de reprise. Je sais pas trop quel est le plan du Loup à long terme. Et je pense que s'ils en ont pas un qui est gravé dans le marbre et dans lequel ils sont extrêmement sûrs d'eux, je pense qu'il va falloir se poser des questions et voir ce qu'il faut faire pour pouvoir remonter un petit peu, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de plus dans cette équipe, et je pense que si les joueurs travaillaient ensemble, je pense que cette équipe pourrait faire bien mieux que ça, quoi. Donc on verra la suite. Mais pour la deuxième partie de saison, j'ai peur qu'ils continuent comme ça, dans cette spirale-là, et qu'ils se battent vraiment pour la 13e place, puisque
J'en parlerai plus après, mais de la 9 à la 13e place, c'est quand même très serré. Donc j'ai l'impression que le Loup va être tout le temps en quête de points, tout le temps en quête d'essayer de se sortir de là. Donc c'est pas spécialement la meilleure dynamique pour un club. Malgré tout, je pense que c'est l'avenir du Loup cette saison-là. Ça a été le passé l'année dernière. Donc il va vraiment falloir faire attention. Il va vraiment falloir qu'ils réussissent à faire un peu plus, faire un peu mieux sur certains matchs parce que il va y avoir plusieurs matchs qui vont être cruciaux pour eux euh, dans cette deuxième partie de saison. Ensuite, à la 11e place, avec 25 points, nous avons la section paloise. La section paloise qui, j'ai l'impression, fait du 50-50. Un petit peu comme Castres, c'est que ils gagnent autant qu'ils perdent. Alors c'est pas le cas, hein, puisque sinon ils seraient pas 11e. Ouais, ils ont gagné 5 fois comme le Racing. Et ouais, en fait, j'ai l'impression que Pau. Enfin, c'est pas une impression, c'est moi ce que je pense. J'ai l'impression que Pau, ils ont beaucoup de très bons joueurs et que s'ils arrivent à se maintenir et à pas se faire peur, ils vont réussir à construire un groupe qui peut faire de très belles choses, mais il faut du temps. Et il va encore leur falloir un petit peu de temps, je pense, parce que bah, c'est compliqué ça. Enfin, on le voit, ils font aussi pas mal de fautes. Ils ont pris quand même 17 cartons jaunes depuis le début de la saison, ce qui est beaucoup. Au classement des cartons jaunes, l'équipe qu'on a pris le plus, c'est le Racing, ensuite c'est le Loup, ensuite 12e, c'est la section paloise. Pour remettre en perspective, les équipes qu'on ont pris le moins, c'est l'USAP et Toulouse. Ils en ont pris que 6. Ensuite, on monte tout de suite à 10 avec le RCV, qui est la troisième équipe la plus disciplinée du championnat. Et en fait, toutes ces erreurs de carton jaune, ça pêche beaucoup dans un effectif. Ça pêche quand bah, on a besoin de victoire, quand on a besoin d'avoir un peu plus confiance. Et il y a des matchs où ils se prennent quand même beaucoup de points. Leur plus large défaite cette année, c'est 39-7. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu des scores assez similaires pour l'USAP. Et bah, c'est dur en fait. C'est dur. Alors cette défaite-là en plus, c'est pour le premier match de l'année, donc ça commence à faire un petit peu fort. Ils sont quand même loin quand ils perdent en général, à part voilà, des matchs contre des équipes qui sont assez près d'eux au classement. Donc par exemple, contre l'USAP, il n'y a qu'un seul point d'écart quand ils perdent le 5 octobre. Contre le Racing, il y a quand même 10 points d'écart, mais c'est pas non plus extraordinaire. Montpellier, ils se prennent comme une belle défaite avec un 30-3. Ils arrivent quand même de temps en temps, même assez régulièrement, à s'accrocher à l'équipe adverse, mais il y a vraiment des trous dans cette équipe. Et je pense que c'est pas spécialement les joueurs ou le plan de jeu. En fait, je pense que c'est vraiment le temps que tout s'installe dans ce groupe et que chacun ait sa place, que chacun réussisse vraiment à concrétiser ce truc parce que je trouve que ouais, l'effectif de Pau est vraiment très bon. Que quand ils font du recrutement, c'est intelligent. Il n'y a pas des erreurs. En fait, je trouve que ils sont très très près de pouvoir faire de belles choses, mais qu'il leur manque un petit truc. Et j'espère et je pense que ça va arriver. Euh, pour la deuxième partie de saison, je vois quand même faut réussir à sortir la tête de l'eau quand il faut et à gagner certains matchs compliqués contre des gens qui luttent pour les mêmes places qu'eux.
Je pense ils vont se maintenir dans ce bas du ventre mou où on se fait un peu peur, euh, mais voilà, il va y avoir des trucs. J'ai bon espoir pour Pau que ça va aller. Et puis on verra les saisons d'après. Je pense que là, c'est pas la saison où il faut se dire on veut faire de grandes choses. C'est une saison où il faut continuer à construire et continuer à avoir ce projet qui est sûrement, j'imagine, de refaire de belles choses en top 14 et de pouvoir se qualifier. Mais en fait, c'est un petit peu mon constat de la semaine dernière quand je disais que les équipes qui viennent de Pro D2, peu importe leur passé en top 14, ont du mal à revenir ou à arriver à un niveau où ils peuvent se qualifier. Voilà, par exemple, depuis que est revenu en top 14 en 2015, ils n'ont pas été dans les places où il faut qu'ils aillent jouer un barrage, mais 2019, 2020 et 2020, 2021, ils étaient 12e, donc c'est quand même les places où on se fait peur, 11, 10, 12. C'est pas les places où on aimerait être, malheureusement, c'est les places de Pau. Et je pense qu'ils ont un autre objectif que ça, mais que ça met beaucoup de temps, peut-être. S'ils arrivent toujours pas à faire grand-chose d'ici 1 ou 2 ans, il va peut-être falloir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à arriver à un bon niveau, à arriver à pas se faire peur, en fait. Mais ouais, j'ai du mal à voir quel avenir pour la section sans se dire qu'ils vont continuer à se faire peur. Si ces idées, ce plan de jeu, ces joueurs n'arrivent pas à mettre tout en même temps, tout ensemble, et que ça fonctionne vraiment bien. Un petit peu dans le même esprit, en la 12e place, avec 24 points, il y a l'USAP. Et pour moi, c'est un peu la même chose que la section. Le seul truc, c'est que, un petit peu dans le même esprit, à la 12e place avec 24 points, il y a l'USAP. Et je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit sur la section paloise. Je trouve que l'USAP est un petit peu dans la même position où ils ont fait le yo-yo en Pro D2. Ils ont des très bons joueurs. Des bons joueurs, on va dire. Mais il y a ce manque de trucs, il y a ce manque de mise en place, il y a ce manque de jeu, de concrétisation, d'action, etc. Et ce qui fait que l'USAP se retrouve 12e avec 24 points et que, encore une fois, encore une saison où ils vont se faire peur, où ils vont lutter, où il va y avoir des matchs où bah, s'ils perdent, ils savent que ça va être très très compliqué le reste de la saison. Il va falloir que dès qu'on va reprendre là le 25, il va falloir qu'ils mettent toutes les chances de leur côté de pouvoir remonter, de pouvoir prendre tous les points qu'ils peuvent prendre pour essayer de pas être 13e, de pas aller jouer un barrage, de pas se... Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais le barrage avec le deuxième de Pro D2 va être très très compliqué, je pense. Donc, ouais, l'USAP me fait un peu peur, mais ça fait plusieurs saisons que j'ai peur pour eux et qu'ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc, peut-être qu'ils vont encore faire ça cette saison, mais je pense pas que ce soit... C'est périn comme attitude parce que c'est très dur de faire des saisons comme ça, c'est très dur d'en faire plusieurs d'affilée. Et c'est ce que fait l'USAP. Donc, avoir l'avenir de l'USAP en top 14 sur les quelques prochaines années. Parce que je pense qu'ils vont avoir du mal à se maintenir dans le temps avec cette pression permanente sur les épaules. Ensuite, le Stade Français Paris à 23 points et 13e. Et
Bah, un peu comme le Racing, je comprends pas ce qui se passe au Stade Français. Je Quand je les vois jouer, comme dimanche par exemple, samedi, il y a des trucs, il y a du jeu, il y a des bons joueurs, il y a des actions qui sont vraiment bonnes, mais il y a aussi les premiers matchs de Champions Cup où c'est catastrophique de A à Z et tu l'impression de regarder une équipe qui joue pas ensemble, qui produit pas, qui stagne dans son truc. Et le Stade Français, en fait, le Stade Français, j'ai l'impression, fait l'inverse de Montpellier de l'année dernière, parce que le Stade Français l'année dernière était pas trop mal. Ou l'année dernière, ils étaient quand même en demi-finale contre Bordeaux, ils perdent à 3 points, je crois. Ils perdent vraiment à pas grand-chose. Et, euh, et là, on les retrouve 13e. Donc, c'est un énorme pas. Ça doit être très compliqué à vivre en interne. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des problèmes. Enfin, j'imagine qu'il y a des problèmes parce que il y a eu des mouvements d'entraîneurs à la mi-saison, au moment de Noël. Et en fait, j'ai du mal à cerner le plan de jeu, le plan d'avenir du Stade Français avec cette équipe comme ça qui joue au rugby, mais on se demande pourquoi des fois, parce que je pense ils se posent aussi la question de pourquoi ils sont sur un terrain. Des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment assez terrible à voir. Et en fait, il y a des non-matchs où bah, c'est juste terrible à voir, où on a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Et je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance après Noël pour le Boxing Day que Toulouse joue pas à son meilleur rugby, parce que je pense que il y a 3 semaines maintenant quasiment, ils auraient pu se prendre beaucoup plus de points à Toulouse qu'ils en ont pris. Euh, et ils seraient pas spécialement plus loin au classement parce que euh, ils ont gagné contre Vannes, donc même s'ils avaient été à égalité à ce moment-là, ils ont perdu quand même, hein, mais si Vannes avait fait un meilleur match au Boxing Day, peut-être que voilà, ils se seraient rapprochés, mais ouais, en fait, j'ai du mal à voir l'avenir du Stade Français s'il continue comme ça, s'il change pas, je sais pas trop. Euh, j'ai vraiment du mal à voir le Stade Français là sur la fin de saison, à part me dire que c'est un des plus gros concurrents au barrage. Euh, Parce que il faut être réaliste en fait. Et je pense que même si j'imagine que le Stade Français se voit pas jouer les barrages, se voit pas jouer la descente en Pro D2, bah, je pense qu'il va falloir qu'ils se regardent dans un miroir et qu'ils commencent à y penser et qu'ils commencent à jouer comme s'ils avaient vraiment très très peur de descendre en Pro D2 en fait. Donc le match le 25 janvier va nous dire beaucoup de choses, je pense, puisque il se déplace à Vannes. Donc le dernier contre l'avant-dernier. On verra ce que ça donne. Et ouais, en fait, j'ai l'impression que Montpellier et le Stade Français font l'inverse l'un de l'autre. Montpellier a réussi à remonter après une saison dernière compliquée. Le Stade Français a réussi la saison dernière à faire une pas trop mauvaise saison, finir en demi-finale du top 14 avec des matchs qui n'ont pas été spécialement faciles, où ils n'ont pas tout le temps fait les trucs bien, mais ils ont réussi à s'en sortir quand même. Et là, c'est l'inverse complet. Et donc, à la 14e position, je l'ai dit juste avant, avec 16 points, il y a le RCV. Et, et bah, le RCV, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Je pense que... Alors, ça fait 2-3 semaines déjà qu'on dit que c'est fini. Comptablement parlant, c'est pas fini, puisqu'ils sont pas si loin que ça
de la 13e et de la 12e place, et de la 11e place, même de la... Alors, ils sont quand même à 10 points du loup, donc ça commence à faire beaucoup, mais jusqu'à la 12e place, jusqu'à l'USAP avec 24 points, ils sont pas si longs que ça. C'est pas si horrible que ça. Mais Van se croit encore en Pro D2. Et je pense qu'on peut pas faire grand-chose avec ça. Le match du 25 janvier, encore une fois, va nous dire beaucoup et va être décisif pour Van. S'ils n'arrivent pas à raccrocher le stade français, je pense que la seule solution pour eux, c'est de se poser la question, c'est quoi notre plan quand on va redescendre en Pro D2 à la fin de l'année? De construire pour essayer de se pérenniser en top 14, si c'est l'envie qu'ils ont toujours. Parce que de faire le yo-yo, ça va faire un petit peu mal à la tête aux joueurs, je pense, et au staff. Parce que une année par-ci, une année par-là, une année machin, une année ci. Donc voilà. Quand je dis que Van se croit encore en Pro D2, pour moi, c'est surtout ce manque de réalisme et ce manque d'efficacité dans les zones qui comptent, dans les zones de marque. Dans les 10 mètres de l'embut adverse, Van est très inefficace, je trouve, depuis le début de la saison, encore plus depuis quelques semaines. C'est dommage parce que je pense que Van aurait pu et aurait dû gagner plus de matchs que ça cette année. S'ils avaient été plus réalistes et plus efficaces. Et si ils s'étaient vraiment concentrés sur leurs problèmes au lieu de se concentrer sur leurs forces. Puisque l'année dernière, Van avait un pack d'avant très très fort. Et je dis pas qu'il est pas fort du tout cette année. Je dis juste que leur force, qui était la touche, surtout la mêlée aussi, mais vraiment Van l'année dernière avait une très très belle touche. Cette année, elle se fait quand même très souvent battre par les adversaires. Et malgré tout, ils continuent quand même, quand ils ont des pénalités, à prendre les touches au lieu de prendre les points, sachant qu'ils ont un des meilleurs réalisateurs du top 14. Je trouve ça quand même très très dommage de ne pas se payer. Et on l'a vu contre Bayonne, on l'a vu beaucoup moins contre Pau, parce que je pense que le match de Pau a été perdu assez vite. On l'a vu contre Clermont. Quand on se paye pas, eh bien on perd. En Pro D2, il arrive assez régulièrement que même si on se paye pas, on arrive à gagner quand même, puisque encore une fois, le top 6 est tellement serré que c'est quand même des équipes qui se valent pour beaucoup d'entre elles. Et on arrive, enfin, même si certaines équipes ont du mal, même si certaines équipes s'obstinent, même si certaines équipes font des fautes, eh bien, il y a quand même de la réalisation au bout. En top 14, c'est pas possible de faire ça. En top 14, c'est tellement compliqué que Van perd. Van est dernier. Van a 16 points. Et Van a perdu 11 fois, en fait. Sur les 14 matchs, Van a perdu 11 fois. Et certaines de ces défaites sont de leur faute. Le match contre le Stade Français, ils doivent le gagner. Ils le perdent 34-31. Ils gagnent contre le Loup très très bien. Le match contre Toulon, il n'y avait aucune chance qu'ils le gagnent. Le match contre le Racing, ils peuvent le gagner puisqu'ils le finissent 24-27. Le match contre Montpellier, ils sont quand même pas très loin non plus. En fait, c'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même pas mal de matchs où ils sont tellement près du but, mais qui se retrouvent à perdre ou avoir un bonus dans le meilleur des cas. Parce qu'ils font les mauvais choix, parce qu'ils se payent pas, parce qu'ils sont inefficaces. Et malheureusement, j'ai peur que ça reste le même problème pour le reste de la saison et que Van finisse par descendre à la fin. J'adorerais avoir tort, mais j'ai pas l'impression que Van veut corriger le problème, puisque après Pau,
il me semble que c'est après Pau, quand Jean-Noël Spitzer dit oui, bah, on choisit la touche parce qu'on ne sait pas sortir de notre camp, on ne sait pas. Après les pénalités, on ne sait pas réceptionner la balle et sortir de notre camp. La preuve, on s'est pris un essai comme ça. Et bah, il faut être conscient de ses faiblesses et il faut s'améliorer. C'est des choses qui sont améliorables à l'entraînement, c'est des choses qui peuvent être travaillées. Et quand on a un aussi bon buteur que Maxime Lafage ou Thibaut Debaes, Jules Le Bail ce week-end n'a pas été extraordinaire, mais il arrive à en mettre au moins une sur deux. Mais voilà, ils ont des buteurs qui sont capables de mettre ces pénalités qui sont cruciales pour pouvoir gagner des matchs. Et ils le font pas. Et malheureusement, je pense que s'ils redescendent en Pro D2, ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Parce qu'ils sont si près du but. Ils sont si près, mais si loin. Au final, c'est un peu le résumé de la saison de Vannes jusqu'à maintenant. C'est si près, mais si loin de l'objectif qui était de se maintenir en top 14. Même s'ils se maintenaient avec, en étant 12e et en étant vraiment très, 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 très près de la 13e place et des barrages, et bah, ils arrivent quand même à se maintenir. Mais ils le font pas. Et j'ai d'autant plus peur que s'il y a des blessés à Vannes, ça va être très, très compliqué. Parce qu'ils ont toujours la même équipe sur la feuille de match. Parce que c'est toujours les mêmes joueurs qu'on voit, alors que Vannes a quand même un effectif. Assez fourni, ils ont pas mal de joueurs. Ils ont recruté en mi-saison et ils ont aussi fait des prêts ou un prêt, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que hier, ils ont annoncé officiellement, parce qu'on le savait déjà depuis une semaine quasiment, ils ont annoncé officiellement la venue de Pierre Boudéan du Stade français à Vannes pour la fin de la saison. Et je sais pas si on va le voir jouer, je sais pas comment ils comptent l'utiliser, puisque plus de ça, moi j'ai un peu du mal aussi à comprendre les choix de jeu et les choix de position sur le terrain, puisque l'arrière qu'utilise Van depuis le début de la saison quasiment n'est pas vraiment un arrière, puisque Paul Surano, au début où moi je l'ai commencé à le voir jouer, j'ai quand même beaucoup vu jouer à l'aile, et il me semble que c'est quand même son poste de formation. L'année dernière, il dépannait quand Gwenaël Duplain ne pouvait pas jouer, était blessé ou devait être laissé au repos. Cette année, j'ai l'impression qu'ils ont décidé que c'était leur arrière titulaire. Alors il est loin, très très loin d'être mauvais, mais quand on a des joueurs qui jouent pas à leur poste et qui sont tout le temps à ce poste-là, en fait, je me pose vraiment des questions sur les choix de jeu de Van. Et la deuxième partie de saison me fait très peur. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense que le podcast va être très très long. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end de rugby.